Cette nuit, nous découvrons un pharaon si dangereux que sa mémoire était, pour une civilisation entière, quelque chose à oublier. Cher auditeur, pendant que vous vous installez confortablement dans votre petit coin d'histoire avec moi, préparez-vous à un voyage doux à travers l'un des mystères les plus délibérément cachés de l'Égypte ancienne. La lumière jaunâtre d'une torche danse sur des hiéroglyphes usés, et dans les ombres délicates du temps, nous découvrons des vérités qui étaient destinées à rester enfouies sous les sables dorés. Dans cette atmosphère chargée de mystères, nous nous apprêtons à révéler l'histoire d'un pharaon dont le nom même fut effacé de l'histoire officielle. Imaginez, si vous le pouvez, la splendeur opulente de l'Égypte ancienne à son apogée. Imaginez-vous marchant dans les couloirs de marbre d'un palais si magnifique que même les pas chuchotés des serviteurs résonnent avec révérence. L'air porte le léger parfum d'encens et de fleurs de lotus, tandis qu'une lumière dorée et délicate filtre à travers des colonnes qui s'élèvent vers les cieux comme les prières des fidèles. Ici, dans ce sanctuaire de pouvoir et d'autorité divine, les pharaons régnaient non seulement comme des rois, mais comme des dieux vivants sur terre. Pendant plus de 3000 ans, le puissant empire égyptien est resté comme un phare de civilisation, son influence s'étendant sur le monde connu comme des vagues sur les eaux sacrées du Nil. Imaginez-vous marchant dans les marchés animés de Memphis, sentant la brise chaude du désert contre votre peau, tandis que les marchands crient leurs marchandises. L'air même semble vibrer d'une énergie qui parle de présence divine. Ces pharaons n'étaient pas simplement des dirigeants portant des couronnes d'or et de pierres précieuses. Non, c'étaient des êtres considérés comme porteurs de l'essence même de la divinité dans leur forme mortelle, chaque mot portant le poids de la loi cosmique, chaque décret façonnant le destin de millions d'âmes. À l'intérieur des chambres de pierre fraîches de leur palais, les pharaons vivaient des vies qui mêlaient le terrestre et l'éternel de manière que nous pouvons à peine comprendre avec notre entendement moderne. Intro-end. Intro-end. Le doux bruissement des vêtements de lin, le tintement délicat des bijoux d'or, les conversations chuchotées avec les grands prêtres qui servaient d'intermédiaires entre le royaume mortel et les dieux eux-mêmes. Chaque moment de l'existence d'un pharaon était chorégraphié avec la précision d'une cérémonie religieuse, car ils n'étaient pas seulement des êtres humains qui portèrent des couronnes par hasard. Imaginez les rituels matinaux qui commençaient chaque jour dans ces salles sacrées. Quand la première lumière de Ra, le dieu soleil, peignait l'horizon oriental de nuances de rose et d'or, le pharaon se levait pour accomplir des cérémonies qui demeuraient inchangées depuis des générations. Le doux chant des prêtres emplissait l'air comme une berceuse, tandis que l'encens brûlait dans des brasiers qui avaient témoigné des prières d'innombrables dirigeants. C'étaient des moments de profonde connexion spirituelle, où la frontière entre le divin et le mortel devenait aussi fine qu'un papyrus. Chaque action du pharaon portait un poids symbolique qui se propageait à travers la société égyptienne comme des pierres jetées dans des eaux calmes. Imaginez être l'un de ces scribes, votre plume de roseau prête sur un papyrus frais, ressentant le poids d'immortaliser les mots prononcés par une divinité vivante. Quand ils parlaient, leurs paroles étaient enregistrées par des scribes dont les mains tremblaient sous l'honneur de préserver des paroles divines. Quand ils marchaient dans leur domaine, les sujets se prosternaient, non par simple obéissance politique, mais par une croyance sincère qu'ils assistaient à un Dieu fait chair se mouvant parmi eux. Considérez les magnifiques banquets qui avaient lieu dans ces salles sacrées, où le pharaon se nourrissait de mets délicieux de tout l'empire, tandis que les musiciens jouaient des mélodies qui semblaient échos des royaumes des dieux eux-mêmes. Le doux tintement des coupes d'or, le bruissement délicat des rideaux de soie dans la brise nocturne, la chaleur dorée des lampes à huile projetant des ombres dansantes sur des murs ornés d'images de vie éternelle. Ce n'étaient pas seulement des célébrations, mais des communions sacrées qui renforçaient l'ordre divin de la civilisation égyptienne. La relation du pharaon avec ses sujets était construite sur un fondement de compréhension mutuelle qui allait bien au-delà d'un simple dirigeant et de dirigeants. Le peuple offrait sa dévotion, son travail et ses vies au service de ce qu'il croyait sincèrement être une incarnation vivante de la volonté divine. En échange, le pharaon fournissait non seulement la gouvernance, mais une connexion sacrée avec les dieux qui protégeaient l'Égypte du chaos, garantissait les crues vitales du Nil et maintenait l'équilibre délicat entre ordre et désordre que les Égyptiens appelaient Ma'at. Dans les chambres privées du pharaon, loin de la splendeur cérémonielle et des rituels publics, existait un être humain qui portait le poids des attentes divines sur ses épaules, comme un manteau tissé de lumière stellaire et de responsabilité. Imaginez les moments de quiétude quand les cérémonies du jour étaient terminées, quand le dernier conseiller était parti et que le pharaon restait seul devant des fenêtres qui donnaient sur le désert éternel. Ici, dans le doux silence du crépuscule, le fardeau de la divinité devait se sentir à la fois magnifique et accablant. Les murs du palais gardaient des secrets chuchotés d'une voix douce comme la soie, des conversations entre le pharaon et ses conseillers les plus proches
sur des affaires qui affectaient non seulement l'Égypte, mais l'ordre cosmique lui-même. C'étaient des discussions sur le maintien de l'équilibre sacré qui faisait se lever le soleil chaque jour, couler le Nil avec ses eaux vitales et garder l'au-delà accessible à tous ceux qui vivaient droitement. Les décisions du pharaon n'étaient pas simplement des calculs politiques, mais des choix spirituels qui résonneraient à travers l'éternité. Imagine os momentos privados de reflexão do faraó, quando ele estudava os textos sagrados que continham a sabedoria dos séculos, seus dedos traçando hieróglifos que pareciam brilhar com luz interior. O suave sussurro das folhas de papiro, o delicado riscar de cálamos de junco registrando revelações divinas, o círculo de luz dourada que tornava até os conceitos teológicos mais complexos tão claros quanto as águas cristalinas do Nilo ao amanhecer. Esses eram os momentos em que os aspectos humano e divino de sua natureza se fundiam em algo transcendente. Ainda neste mundo de autoridade divina e responsabilidade cósmica, onde os faraós eram reverenciados como deuses vivos, e acreditava-se que cada uma de suas ações mantinha o próprio tecido da realidade, emergiu um governante cujo nome seria deliberadamente apagado dos registros sagrados. Um faraó cuja autoridade divina se tornou tão ameaçadora para a ordem estabelecida que uma civilização inteira escolheu cometer um ato que ia contra suas crenças espirituais mais profundas. Eles escolheram esquecer. Mas quem era este governante apagado? E o que ele fez de tão perturbador que nem mesmo seu nome poderia ser pronunciado na terra que um dia ele governou como um deus? Deixe-me levá-lo de volta a um tempo em que deuses caminhavam entre mortais. Quando a linha entre céu e terra era tão fina quanto papiro, e quando o destino de uma civilização inteira repousava nas mãos de um único governante divino. Imagine, se puder, estar à margem do grande Nilo enquanto o sol da manhã rompe no horizonte. A luz dourada captura as fachadas de calcário de templos colossais, suas colunas monumentais se estendendo em direção ao céu como dedos tentando tocar o reino dos deuses. O ar está impregnado com o aroma de incenso ardente, olíbano e mirra transportados pela brisa suave vinda dos recintos sagrados, onde os sacerdotes iniciam seus rituais ao amanhecer. A luz dourada captura as fachadas de calcário de templos colossais, suas colunas monumentais se estendendo em direção ao céu como dedos tentando tocar o reino dos deuses. Este é o Egito Antigo em sua Era de Ouro. Uma civilização que duraria mais de 3.000 anos, construída sobre uma crença fundamental que moldaria todos os aspectos da vida, morte e poder. Imagine-se como uma criança crescendo às margens do Nilo, aprendendo que seu faraó não era meramente um rei, mas algo muito mais extraordinário. O faraó não era apenas um rei. Ele era um deus vivo, a encarnação terrena de Horus, a divindade falcão cujas asas divinas se estendiam pelos céus para proteger as duas terras. Imagine-se como um humilde escriba na corte real. Seu cálamo de junco preparado sobre papiro fresco enquanto testemunha as cerimônias matinais. O faraó emerge de seus aposentos privados. E mesmo em sua posição privilegiada, você não ousa olhar diretamente para seu rosto. Pois contemplar um Deus sem permissão era arriscar retribuição divina, não apenas para si mesmo, mas para toda a sua linhagem familiar. Os egípcios acreditavam que seu faraó nasceu de essência divina, concebido quando os próprios deuses escolheram uma mulher mortal para dar à luz seu representante terreno. Desde o momento de seu nascimento, ele estava destinado a ser a ponte entre dois mundos. O mediador entre o caos que ameaçava engolir a criação e a ordem perfeita que os deuses pretendiam para a humanidade. Imagine carregar a responsabilidade pela enchente anual do Nilo, o evento que trazia vida ao deserto e alimentava uma civilização inteira. Acreditava-se que a pureza espiritual do faraó, sua correta execução dos rituais antigos, seus pensamentos e ações influenciavam diretamente se os deuses abençoariam o Egito com prosperidade ou o castigariam com calamidades. O peso de tal responsabilidade era imenso, mas vinha com um poder absoluto e inquestionável. Pense nisso como carregar o destino de milhões em seus ombros enquanto os próprios deuses observavam cada um de seus movimentos. Imagine o faraó sentado em seu trono dourado no grande salão de audiências, suas paredes decoradas com imagens dele golpeando os inimigos do Egito, oferecendo presentes aos deuses e mantendo a ordem cósmica conhecida como Ma'at. Diante dele, governadores de províncias distantes se prostram, suas testas tocando o chão de pedra fria enquanto aguardam sua palavra, que era literalmente a palavra de Deus. Isso não era apenas teatro político. Cada egípcio, desde o nobre mais abastado até o agricultor mais humilde trabalhando nos campos, genuinamente acreditava que seu faraó possuía conhecimento divino, que ele podia falar diretamente com os deuses,
e que suas decisões eram guiadas por sabedoria celestial, muito além da compreensão humana. A maquinaria religiosa que sustentava essa crença era vasta e sofisticada. Imagine os grandes complexos de templos que pontilhavam o Vale do Nilo, cada um uma pequena cidade em si mesma. Milhares de sacerdotes, organizados em hierarquias rígidas, realizavam rituais diários para manter a conexão divina entre o faraó e os deuses. Nos santuários mais internos, onde apenas os sumos sacerdotes podiam entrar, estátuas douradas de divindades recebiam oferendas diárias de comida, bebida e óleos preciosos, como se fossem seres vivos que necessitassem de cuidado e atenção. Estes não eram meros símbolos ou representações. Os egípcios acreditavam que a essência espiritual dos deuses habitava essas estátuas, que podiam ver através de olhos dourados, ouvir preces sussurradas e responder à devoção humana. E no ápice de todo esse sistema estava o faraó, o único mortal escolhido pelos deuses para ser sua voz na terra. Os rituais de sucessão que elevavam cada novo faraó eram cerimônias elaboradas, projetadas para transferir o poder divino do deus-rei falecido para seu herdeiro. Imagine as grandes pirâmides e tumbas mastaba que se alinhavam no horizonte do deserto, cada uma construída não apenas como local de descanso final, mas como uma plataforma de lançamento para a jornada do faraó para o além-vida, onde ele se juntaria à corte eterna dos deuses e continuaria a proteger o Egito para além do véu da morte. Mas com tal poder absoluto e status divino, vinham perigos que poucos fora da corte real poderiam imaginar. As intrigas palacianas não se tratavam meramente de vantagem política ou ganho pessoal. Era uma questão da própria sobrevivência da ordem cósmica. Um faraó considerado indigno, que falhasse em seus deveres divinos, ou perdesse o favor dos deuses, ameaçava não apenas seu próprio reinado, mas a estabilidade de todo o universo. Imagine a tensão que tomava conta do Palácio Real durante períodos de crise. Quando o Nilo não inundava adequadamente, quando inimigos ameaçavam as fronteiras do Egito, quando pragas devastavam a terra, todos os olhares se voltavam para o faraó. Estaria ele mantendo o relacionamento adequado com os deuses? Teria ele de alguma forma ofendido os poderes divinos? A pressão era tão intensa que alguns faraós, apesar de sua suposta natureza divina, sofriam o que hoje reconhecemos como colapsos nervosos sob o peso de tamanha responsabilidade cósmica. A linhagem real era considerada sagrada, com cada geração carregando adiante a essência divina que legitimava seu governo. O casamento dentro da família real não apenas era aceito, mas frequentemente exigido, pois mantinha o sangue divino puro e concentrado. Mas isso também criava vulnerabilidades. O que acontecia quando não havia um herdeiro masculino claro? O que acontecia quando um faraó morria jovem, deixando apenas uma criança para herdar o trono? Esses momentos de sucessão eram os tempos mais perigosos da história egípcia, quando a ordem divina parecia pender em um equilíbrio frágil. Imagine a corte real durante tal crise. Sumos sacerdotes consultando textos antigos e oráculos divinos, generais calculando a lealdade de suas tropas, nobres se posicionando para apoiar ou desafiar possíveis pretendentes ao trono. As consequências não poderiam ser mais graves, pois na crença egípcia, escolher o faraó errado significava convidar a ira dos deuses sobre todo o reino. E nesta era dourada de governo divino, quando o sistema parecia inabalável, quando a autoridade divina do faraó era aceita sem questionamentos por milhões de súditos, algo sem precedentes estava prestes a acontecer. Um faraó ousaria desafiar não apenas tradições políticas, mas os próprios fundamentos da religião egípcia. Um governante declararia que tudo o que os sacerdotes haviam ensinado, tudo o que as pessoas haviam acreditado por séculos sobre os deuses e sua vontade divina, estava errado. Este faraó quebraria todas as leis sagradas, desafiaria todas as tradições antigas, e ao fazer isso, colocaria em movimento eventos que abalariam os próprios fundamentos do mundo antigo. Este faraó não apenas governou diferentemente, ele abalou os próprios fundamentos da crença egípcia, virando de cabeça para baixo uma civilização que havia adorado os mesmos deuses por mais de 1000 anos. Imagine, se puder, o choque que se propagou pelo antigo Egito quando seu governante declarou que tudo o que seus ancestrais haviam acreditado, tudo o que os sacerdotes haviam ensinado, tudo gravado em pedra através dos grandes templos, estava errado. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas de Tebas ao amanhecer, com o aroma familiar do incenso flutuando dos inúmeros templos dedicados a Amon-Ra, Ísis, Osíris e dezenas de outras divindades veneradas. As orações matinais ecoam suavemente pela cidade como haviam feito por gerações. Mas nesta manhã em particular, mensageiros reais percorrem as ruas com pergaminhos trazendo notícias que mudariam tudo para sempre.
O faraó havia falado, e suas palavras estavam além da compreensão. Todos os deuses são falsos. Existe apenas uma divindade verdadeira. O Aten, o disco solar. E este faraó, este governante revolucionário, é seu único representante na Terra. Sinta a confusão se espalhando entre as pessoas como uma onda gélida. Mães abraçam seus filhos mais de perto, questionando-se sobre o que isso significa para os amuletos protetores que portam. Pais interrompem seu trabalho, duvidando das preces que sussurraram a Ptah por mãos firmes e boa habilidade artesanal. Os idosos balançam a cabeça, lembrando histórias que seus avós contaram de faraós que honravam os velhos caminhos, que construíam templos para fortalecer a presença dos deuses na terra. Mas este faraó, Akhenaton, como a história o recordaria, não estava satisfeito com meras declarações. Mudança, ele acreditava, exigia ação. Rápida, decisiva e absoluta. Em poucos meses, decretos reais começaram a fluir do palácio como uma enchente imparável. Os grandes complexos de templos que haviam dominado as cidades egípcias por séculos, subitamente tiveram suas portas seladas por guardas reais. Imagine o silêncio que se abateu sobre o imenso templo de Karnak, onde os rituais matinais haviam prosseguido ininterruptos por mais de 500 anos. Os sacerdotes que haviam servido ali desde a infância permaneciam perplexos nos pátios vazios, suas vozes não mais se elevando em hinos antigos a Amon-Ra. Le changement fut plus profond que de simples fermetures de temples. Akhenaton ordonna que les noms des anciens dieux soient grattés des monuments dans tout le royaume. Imaginez ce son résonnant dans la nuit des coups de marteau contre la pierre qui était restée intacte pendant 1000 ans, chaque coup détruisant ce que des générations avaient construit avec amour et soin. Imaginez des artisans travaillant à la lueur des torches, leurs marteaux résonnant contre la pierre, tandis qu'ils effaçaient systématiquement des hiéroglyphes qui étaient restés là pendant des millénaires. Le nom d'Amon le roi des dieux, disparu des murs des tombeaux, des piliers de temples et des inscriptions royales. C'était comme si le pharaon cherchait à effacer le divin de la mémoire elle-même. Mais peut-être la transformation la plus choquante était-elle encore à venir. Akhenaton abandonna Thèbes, l'ancienne capitale où ses parents avaient régné pendant des générations, et annonça la construction d'une ville entièrement nouvelle dédiée à Aton. Ce n'était pas simplement déplacer une cour, c'était réinventer la civilisation égyptienne à partir de zéro. Imaginez l'énorme projet de construction qui suivit. Des milliers d'ouvriers transportèrent des blocs de calcaire à travers le désert sous le soleil brûlant, construisant une ville qui incarnerait cette nouvelle vision religieuse. Amarna, comme nous l'appelons aujourd'hui, émergea des sables avec des temples ouverts vers le ciel pour que les rayons d'Aton puissent entrer sans obstacle. Fini les sanctuaires sombres où les prêtres accomplissaient des rituels mystérieux. Tout dans cette nouvelle capitale proclamait la nature radicale de la révolution du pharaon. L'art lui-même se transforma presque du jour au lendemain. Disparurent les représentations rigides et formelles des pharaons qui avaient défini l'art égyptien pendant des siècles. À la place, Akhenaton commanda des sculptures et des reliefs le montrant avec un visage allongé, des lèvres pleines, et une silhouette féminine, une image révolutionnaire, qui choqua une culture habituée aux portraits royaux idéalisés. Plus surprenant encore, ces nouvelles œuvres d'art représentèrent la famille royale dans des moments intimes. Akhenaton et sa reine Néfertiti jouant avec leurs enfants, s'embrassant, vivant comme des êtres humains et non comme des figures divines lointaines. Mais les révolutions, comme l'histoire nous l'enseigne, créent de la résistance aussi sûrement que les rivières creusent de la pierre. Et comme l'étreinte glaciale de l'hiver serrant la terre, l'opposition commença à se cristalliser autour des changements radicaux d'Akhenaton. Les prêtres des anciens temples regardaient leur monde s'effondrer avec une fureur croissante. Imaginez ces hommes des fils suivant les traces de leur père pendant des générations soudainement informés que tout ce qu'ils considéraient comme sacré était un mensonge. C'étaient des hommes qui avaient hérité leur charge de leur père, qui avaient mémorisé des milliers d'années de textes religieux, qui avaient construit toute leur identité autour du service de Dieu, qui furent soudainement déclarés inexistants. Imaginez leur désespoir en voyant leur influence s'évaporer comme la brume du matin. Leurs immenses patrimoines de temples, qui avaient contrôlé d'énormes richesses et terres, tombèrent sous le contrôle royal. Leurs élaborés rituels funéraires, qui avaient garanti la vie éternelle aux riches et puissants, furent remplacés par des cérémonies plus simples centrées uniquement sur Aton. Le peuple ordinaire luttait aussi avec cette agitation. Pendant des générations, les familles s'étaient transmis de petites statuettes de dieux domestiques, des esprits protecteurs, qui veillaient sur leurs maisons, leurs enfants, leur travail quotidien. Maintenant, ces objets chéris devaient être cachés, leur réconfort interdit par décret royal. Imaginez l'incertitude qui s'infiltra dans la vie quotidienne quand les pratiques spirituelles qui avaient fourni sécurité et sens pendant des siècles furent soudainement balayées.
Certains historiens suggèrent que même la propre famille d'Akhenaton commença à questionner la sagesse d'un changement si radical. Sa mère, la reine Tii, qui avait exercé une considérable influence pendant le règne de son mari, peut avoir observé la révolution de son fils avec une préoccupation croissante. La correspondance diplomatique découverte à Amarna révèle que les relations de l'Égypte avec les royaumes voisins devinrent tendues, alors que les dirigeants étrangers luttaient pour comprendre ce nouveau paysage religieux égyptien. Pourtant, à travers tout cela, Akhenaton demeura convaincu de sa mission divine. Dans les hymnes qu'il composa à Aton, nous entendons la voix de quelqu'un véritablement mu par une révélation spirituelle, quelqu'un qui croyait libérer son peuple de fausses croyances et le conduire vers la vérité. Ce n'étaient pas les mouvements calculés d'un stratège politique, mais les actions passionnées de quelqu'un expérimentant ce qu'il voyait comme une illumination divine. La conviction du pharaon était absolue, ses méthodes inflexibles. Mais alors que le soleil se couchait chaque jour sur sa nouvelle ville capitale, tandis que les gens s'adaptaient à ces changements révolutionnaires avec différents degrés d'acceptation et de résistance, des forces plus sombres prenaient de l'ampleur. Les anciens, les prêtres déplacés, les nobles traditionalistes, les diplomates étrangers désorientés par la transformation religieuse de l'Égypte commencèrent à chuchoter entre eux, car les révolutions qui transforment trop vite portent souvent en elles les graines de leur propre renversement. Et les ennemis de ce pharaon, patients comme les crues saisonnières du Nil, rassemblaient leurs forces pour la contre-révolution à venir. Mas aqui está o que torna essa história verdadeiramente extraordinária. As consequências de destruir 1000 anos de tradição religiosa estavam prestes a redesenhar não apenas o Egito, mas nossa compreensão de como o mundo antigo podia se transformar rapidamente e como violentamente podia voltar atrás. Nas sombras de templos e palácios, sussurros de traição começaram a tecer-se pelos corredores do poder, como fumaça de queimadores de incenso. Imagine, se puder, a delicada dança da política antiga, onde um único passo em falso poderia significar a diferença entre o favor divino e o apagamento completo da história. Imagine-se caminhando pelos grandiosos salões do Palácio Real, onde cada passo ecoa com o peso dos séculos. As paredes, adornadas com hieróglifos que cintilam à luz das tochas, testemunharam incontáveis segredos, incontáveis conspirações. E à medida que nosso faraó crescia em poder e influência, também crescia o número daqueles que viam sua ascensão com crescente inquietação. Veja, caro ouvinte, o poder no Egito Antigo nunca foi simplesmente sobre força militar ou linhagem real. Era sobre o delicado equilíbrio entre o mortal e o divino, entre tradição e inovação. E quando alguém ousava desafiar esse equilíbrio, quando alguém ousava questionar os fundamentos sobre os quais o reino havia sido construído por milênios, a resposta era rápida e frequentemente implacável. Os sacerdotes, guardiões da tradição e guardiões dos velhos costumes, começaram a se reunir nas câmaras sagradas dos templos. Imagine-se em uma dessas reuniões silenciosas o peso dos séculos pressionando como areia do deserto, enquanto a revolução trovejava do lado de fora das paredes do templo. Essas não eram as conspirações dramáticas dos filmes de Hollywood, repletas de gestos teatrais e declarações aos gritos. Não, eram reuniões discretas, realizadas no suave brilho de lamparinas de óleo, onde cada palavra era escolhida com a precisão de uma pedra preciosa. O ar estava espesso com o aroma de mirra e incenso, criando uma atmosfera de reverência que mascarava a gravidade de suas discussões. Imagine uma dessas reuniões, talvez no templo de Amon-Ra, onde o sumo sacerdote Amenemheb, um homem cujas mãos calejadas haviam realizado incontáveis rituais, cujos olhos haviam visto faraós ascenderem e caírem, falava em tons sussurrados com seus colegas mais confiáveis. Imagine o fardo que esses homens carregavam, observando seu trabalho de vida se desmoronar como o papiro antigo no vento do deserto. A luz tremulante projetava longas sombras em seus rostos, enquanto discutiam as perturbadoras mudanças que testemunhavam em seu amado reino. Esses homens não eram movidos por ambição pessoal ou ciúme mesquinho. Eles genuinamente acreditavam, com cada fibra de seu ser, que estavam protegendo o Egito de um caminho perigoso. Para eles, as ideias revolucionárias do faraó representavam não progresso, mas perigo. Eles viam nessas mudanças uma ameaça à ordem cósmica que havia mantido o Egito próspero e seguro por milhares de anos. À medida que as estações passavam e o Nilo continuava seu eterno ciclo de enchentes e recuos, a oposição se tornava mais organizada. Pense nisso como raízes se espalhando sobre o deserto, invisíveis, mas crescendo mais fortes a cada dia. Cartas eram trocadas entre governadores regionais, cada mensagem escrita em papiro com a caligrafia cuidadosa de escribas treinados. Esses documentos falavam de preocupação com a saúde espiritual do reino,
de inquietação sobre abandonar as tradições abençoadas de seus ancestrais. Imagine a tensão silenciosa que deve ter preenchido essas reuniões. Imagine Kentmin, o governador de Mênfis, um homem cuja lealdade ao Egito estava além de qualquer dúvida, lutando com suas crescentes dúvidas. Ele se sentaria em sua confortável cadeira, feita de madeira de cedro do distante Líbano, enquanto escribas liam relatórios de todo o reino. Relatórios de templos sendo negligenciados, de festivais antigos sendo esquecidos, de um faraó que parecia ter perdido o contato com os deveres sagrados que definiam o poder real. A conspiração, se podemos realmente chamá-la assim, nasceu não do ódio, mas do amor. Amor pelo Egito, amor pela tradição, amor pela estabilidade que havia tornado sua civilização a inveja do mundo conhecido. Esses eram homens que haviam dedicado suas vidas a servir seu reino, que haviam observado seus pais e avós fazerem o mesmo. Eles se viam não como rebeldes, mas como os verdadeiros guardiões da alma do Egito. No próprio tribunal real, a atmosfera se tornava cada vez mais complexa. Servos se moviam pelos corredores do palácio com olhos baixos, sentindo a tensão que pairava no ar como o calor do verão. Os próprios conselheiros do faraó se viam presos entre a lealdade ao seu governante e suas preocupações sobre a direção do reino. Imagine-se como um escriba da corte, sua caneta de junco posicionada sobre um papiro fresco, registrando os assuntos diários do palácio. Você testemunharia os sinais sutis de crescente divisão, a maneira como certos nobres evitavam o contato visual com o faraó, as conversas sussurradas que paravam abruptamente quando guardas reais passavam, a neutralidade cuidadosa nas vozes que antes soavam com entusiasmo. O faraó, apesar da crescente oposição, continuava a perseguir sua visão com determinação inabalável. Isso não era o orgulho teimoso de um tirano, mas a profunda convicção de alguém que realmente acreditava estar agindo nos melhores interesses do Egito. Ele passava longas horas em suas câmaras privadas, cercado por pergaminhos e textos, buscando sabedoria nos escritos de sábios antigos, enquanto planejava um futuro que romperia com o passado. Quando o inverno se estabeleceu sobre a terra, trazendo temperaturas mais amenas e o bem-vindo descanso do calor do verão, as linhas de divisão se tornaram mais pronunciadas. L'opposition était passée de préoccupations murmurées à une résistance organisée. Et pourtant, même maintenant, alors que les enjeux devenaient plus importants, le conflit conservait le caractère civilisé qui marquait la société égyptienne. Il n'y avait pas de confrontation dramatique, pas de dénonciation publique. Au contraire, il y avait des pétitions soigneusement formulées, des demandes de audience présentées avec respect, et les signes subtils mais indubitables d'un royaume commençant à se fracturer le long des anciennes lignes de loyauté et de tradition. Les partisans du pharaon, ceux qui croyaient en la vision de changement et de progrès, se trouvaient de plus en plus isolés. C'étaient souvent de jeunes nobles, des scribes ambitieux et des commandants militaires qui avaient progressé grâce au mérite plutôt qu'à la naissance. Ils voyaient en leurs dirigeants non pas une menace pour la tradition, mais la promesse d'une Égypte plus forte et plus éclairée. Imaginez Sénémut, un architecte dont les designs innovants avaient attiré l'attention du pharaon. Il travaillerait tard dans la nuit à la lueur de la lampe, créant des plans pour des temples qui honoraient les dieux, tout en incorporant de nouvelles idées sur le culte et la communauté. Pour lui, la loyauté envers le pharaon représentait la loyauté envers l'avenir de l'Égypte, et non une trahison de son passé. Mais à mesure que l'opposition devenait plus organisée, à mesure que les murmures devenaient des plans et les plans des actions, les fondements mêmes du royaume commençaient à se déplacer. L'ancienne stabilité qui avait défini l'Égypte pendant si longtemps se trouvait remise en question non par des envahisseurs étrangers ou des catastrophes naturelles, mais par les visions concurrentes des propres enfants de l'Égypte. Les prêtres augmentèrent la fréquence de leurs rituels, implorant les dieux de les guider et de les protéger. Les temples se remplissèrent de fidèles cherchant à se rassurer en ces temps incertains. Et à travers tout cela, le pharaon continuait à régner, peut-être conscient de la tempête grandissante, mais déterminé à suivre un chemin qui transformerait l'Égypte pour toujours ou conduirait à des conséquences que nul ne pouvait pleinement entrevoir. Alors que vous vous enfoncez dans cette histoire ancienne, ressentez le poids de ces moments décisifs. Imaginez les nuits sans sommeil de ceux pris entre des loyautés concurrentes, les prières murmurées dans des temples obscurs, les espoirs et les peurs d'une civilisation se tenant à un carrefour. Le rythme doux du Nil continuait inchangé, mais pour les habitants de l'Égypte, le sol même sous leurs pieds avait commencé à se déplacer. Ce qui allait se passer déterminerait non seulement le destin d'un pharaon, mais aussi leur existence même dans l'histoire, leur mémoire dans les cœurs et les esprits des générations encore à naître. L'opposition avait trouvé sa voie, le complot avait pris forme, et l'Égypte se tenait au bord d'une transformation qui résonnerait à travers les âges.
La confrontation qui effacerait un dieu de l'histoire était sur le point de commencer. Imaginez, si vous le voulez, le grand palais de Memphis. Ses murs de calcaire brillant sous le soleil égyptien, là où le pouvoir avait résidé sans contestation depuis plus d'une décennie. Imaginez le calme matinal brisé par des pas qui changeraient l'histoire pour toujours. Mesuré, déterminé, définitif. Mais ce matin-là en particulier, alors que les prêtres accomplissaient leurs prières rituelles et que les serviteurs vaquaient à leurs tâches quotidiennes, nul n'aurait pu imaginer que l'autorité divine elle-même était sur le point de s'effondrer. Imaginez-vous marchant dans ces couloirs du pouvoir, sentant les pierres fraîches sous vos sandales, entendant le murmure lointain du Nil coulant près des murs du palais. L'air aurait porté l'odeur de l'encens des chambres du temple, mélangée aux arômes plus terrestres du pain qui cuit dans les cuisines royales. C'était dans cette atmosphère de grandeur routinière que le moment le plus extraordinaire de l'histoire égyptienne était en train de se dérouler. Les prêtres qui avaient autrefois rampé devant leur pharaon se tenaient maintenant comme une force unifiée. Imaginez leurs visages, chers auditeurs, ne montrant plus la révérence soumise qui avait défini leur vie pendant des années. Au contraire, vous auriez vu quelque chose de bien plus puissant brûler dans leurs yeux. La détermination tranquille de ceux qui avaient finalement trouvé leur courage. C'étaient des hommes qui avaient passé toute leur vie au service de l'ordre divin. Et maintenant, ils étaient sur le point de briser ce fondement même. Le grand prêtre, ses mains usées par l'âge ne tremblant plus mais fermes dans leur résolution, s'approchait de la salle du trône. Derrière lui marchait une procession des leaders religieux, les plus respectés d'Égypte, leurs robes de lin blanc bruissant doucement contre les sols de marbre. Chaque pas résonnait à travers les vastes chambres comme un conte à rebours vers le destin. Mais ce n'était pas une scène de violence ou de confrontation dramatique. Le génie de la politique égyptienne ancienne résidait dans sa subtilité, son respect de la forme même dans les moments de révolution. Imaginez le pharaon assis sur le trône d'or qui avait été façonné par les plus grands artisans du royaume. Ses surfaces brillant de pierres précieuses qui captaient la lumière matinale à travers les hautes fenêtres. L'expression du dirigeant aurait été celle de la curiosité plutôt que de l'alarme, car c'étaient des conseillers de confiance, des hommes qui avaient servi la couronne fidèlement pendant des décennies. La confrontation a commencé non pas avec des accusations ou des demandes, mais avec une question posée dans les tons doux et respectueux qui caractérisaient le discours de la cour. « Grand pharaon », dit le grand prêtre, sa voix portant clairement à travers la vaste chambre, « nous venons à vous avec des préoccupations pour le bien-être spirituel de notre bien-aimée Égypte. » Imagine a tensão elétrica que preenchia o ar enquanto essas palavras eram pronunciadas, como momento antes de raio, quando o próprio ar parece prender a respiração. Funcionários da corte que haviam se reunido para a audiência matinal se moviam desconfortavelmente, sentindo que estavam testemunhando algo sem precedentes. Os guardas pessoais do faraó, posicionados em pontos estratégicos ao redor da sala do trono, permaneciam imóveis, mas alertas, seus olhos examinando os sacerdotes em busca de qualquer sinal de ameaça. Mas a ameaça não era física, era muito mais perigosa do que isso. Esses homens haviam chegado armados com lei religiosa, com precedentes antigos, com o peso da tradição que se estendia por séculos de costume ininterrupto. Eles falavam de descontentamento divino, de sinais e presságios que sugeriam que os deuses haviam retirado seu favor do reino. Eles faziam referência a textos sagrados que descreviam as condições sob as quais a realeza divina poderia ser questionada. Imagine o faraó ouvindo essas acusações, o sangue lentamente abandonando o rosto real, enquanto o escopo total do desafio se tornava claro. Isso não era uma simples divergência sobre política ou governança. Era um questionamento fundamental da própria autoridade divina. Os sacerdotes estavam sugerindo que o faraó havia perdido o mandato celestial, que a continuação do reinado traria catástrofe sobre o Egito. As acusações que apresentaram eram numerosas e cuidadosamente documentadas. Festivais religiosos haviam sido negligenciados, causando seca e más colheitas. Inimigos estrangeiros haviam se tornado ousados porque os deuses não mais protegiam as fronteiras do Egito. Doenças haviam se espalhado por certas províncias porque os rituais adequados de purificação não haviam sido realizados. O mais grave de tudo, a cheia do Nilo havia sido irregular, ameaçando o ciclo agrícola do qual toda a vida egípcia dependia. Ao testemunhar essa cena extraordinária, sinta o peso do que estava acontecendo. No mundo antigo, desafiar a autoridade divina de um faraó era arriscar não apenas uma rebelião política, mas o caos cósmico. Ainda assim, esses homens haviam chegado a um ponto em que acreditavam que tais riscos eram necessários para salvar sua civilização de um desastre ainda maior. A resposta do faraó foi rápida e decisiva. Levantando-se do trono dourado com toda a dignidade que séculos de criação real haviam instilado, o governante começou a defender não apenas a autoridade pessoal,
mas o próprio princípio da realeza divina que havia sustentado a civilização egípcia. A voz que ecoou pela sala do trono carregava tanto dor quanto fúria. A dor da traição misturada com a ira justa de uma divindade desafiada. Mas mesmo enquanto o faraó falava com toda a eloquência e convicção que a educação real poderia fornecer, você podia sentir o chão se deslocando sob as próprias fundações do poder. Os sacerdotes que uma vez haviam seguido cada palavra real, agora permaneciam imóveis, seus rostos mostrando a calma resoluta daqueles que já haviam feito sua escolha. Eles não haviam vindo para negociar ou fazer concessões. Eles haviam vindo para remover um governante que acreditavam ser uma ameaça para o próprio Egito. O confronto durou horas, com argumentos e contra-argumentos fluindo para frente e para trás pela sala do trono como ondas contra um quebra-mar. Precedentes antigos foram citados. Textos religiosos foram recitados. A vontade dos deuses foi debatida com a intensidade de estudiosos e a paixão de verdadeiros crentes. Mas gradualmente, inexoravelmente, o equilíbrio de poder começou a mudar. Imagine o momento em que o faraó percebeu que a autoridade divina sozinha não seria suficiente para preservar o trono. Os rostos dos cortesãos que uma vez haviam mostrado lealdade inabalável, agora refletiam dúvida e cálculo. O fim chegou não com violência, mas com uma resignação que talvez fosse mais devastadora do que qualquer derrota física poderia ter sido. Guardas que haviam jurado sagrados votos para proteger seu governante começaram a olhar para os sacerdotes com algo que poderia ser respeito, ou até mesmo alívio. O faraó, compreendendo finalmente que a própria fundação do poder havia se desmoronado, tomou uma decisão que ecoaria pela história. Em vez de lutar uma batalha que não poderia ser vencida, em vez de mergulhar o Egito em guerra civil, o governante divino escolheu descer do trono que parecia tão permanente quanto as próprias pirâmides. Mas os sacerdotes que haviam orquestrado essa revolução sem precedentes não tinham a intenção de simplesmente substituir um governante por outro. Eles haviam testemunhado os danos que poderiam ser causados quando a autoridade divina era questionada. Quando tradições antigas eram abandonadas, quando a ordem cósmica era perturbada. Eles estavam determinados a garantir que tal caos nunca mais pudesse ameaçar o Egito. O faraó que uma vez comandara milhões, que havia sido adorado como um deus vivo, que havia acreditado na natureza absoluta do poder divino, estava prestes a descobrir que existiam forças no mundo antigo mais implacáveis do que a autoridade real. O confronto havia terminado, mas o verdadeiro castigo estava apenas começando. Mas a morte não era suficiente para os inimigos deste faraó. Eles queriam algo muito mais aterrorizante do que o simples fim de uma vida. Eles buscavam realizar algo que atingiria o próprio coração das crenças egípcias sobre morte, imortalidade e a natureza eterna da alma humana. Eles queriam cometer um ato tão profundo e tão chocante que serviria como um aviso para qualquer futuro governante que ousasse desafiar a ordem estabelecida. Apagamento completo da história, damnatio memoriae. O último castigo para um faraó que ousara desafiar os próprios deuses. Imagine tentar assassinar a alma de alguém, destruir não apenas seu corpo, mas sua chance de eternidade. Imagine se conseguir. O horror profundo que tal conceito teria despertado na mente do antigo egípcio, onde memória e vida eterna eram consideradas o mesmo dom sagrado. Imagine-se nas câmaras do conselho onde essa decisão sem precedentes foi tomada, com o ar denso de incenso e o peso de uma decisão momentosa. Os sacerdotes e nobres que haviam derrubado seu faraó, agora enfrentavam uma questão nunca antes levantada na longa história do Egito. Como apagar um deus da própria existência? Para compreender a magnitude do que estavam contemplando, primeiro devemos entender o quanto os egípcios acreditavam no poder da memória e do nome. Para eles, ser lembrado era viver para sempre. Cada hieróglifo esculpido em pedra, cada menção em uma crônica real, cada prece sussurrada em um templo, servia para manter o falecido vivo no reino da eternidade. A morte era apenas uma transição, mas ser esquecido, isso era verdadeira aniquilação. O conceito egípcio da alma era complexo e belo, consistindo em múltiplas partes que sobreviviam à morte física. O Ka, a força vital que precisava de sustento através de oferendas e lembrança. O Ba, a personalidade que podia viajar entre mundos. O Ren, o nome secreto que detinha poder sobre a própria existência. Mas todos esses componentes espirituais requeriam um elemento essencial para sobreviver. Precisavam ser lembrados pelos vivos. Imagine os magníficos túmulos que pontilhavam o Vale dos Reis, cada um deles um testemunho dessa crença no poder da memória. As paredes cobertas de pinturas intrincadas retratando a jornada do falecido através do além-vida, seus nomes repetidos milhares de vezes em inscrições hieroglíficas.
suas realizações registradas para a eternidade. Estes não eram meros monumentos de vaidade. Eram máquinas espirituais projetadas para garantir que o ocupante nunca fosse esquecido, nunca desvanecesse da existência. Mas agora, pela primeira vez na história egípcia, os sacerdotes e nobres estavam planejando fazer o oposto. Eles iriam remover sistemática e completamente cada vestígio de seu faraó deposto dos registros históricos. Apagar esse governante divino da memória. Era um castigo tão severo que equivalia a assassinar a alma de alguém. A decisão não foi tomada de forma leviana. Imagine sacerdotes idosos perdendo o sono, caminhando pelos corredores do templo enquanto lutavam com uma escolha sem precedentes. Cometer um ato que ia contra todas as crenças egípcias sobre morte e memória. Imagine as longas noites de debate que precederam essa escolha. A consulta a textos antigos e precedentes religiosos. Alguns argumentavam que mesmo o pior faraó merecia a dignidade básica de sepultamento e lembrança. Outros insistiam que as mudanças revolucionárias que esse governante havia tentado implementar representavam uma ameaça tão grave ao bem-estar espiritual do Egito que medidas extremas eram justificadas. Imagine os escribas que foram convocados para vasculhar milhares de rolos de papiro nos arquivos reais, identificando cada documento que mencionasse o nome do faraó condenado. Esses homens, cuja profissão inteira era construída sobre o dever sagrado de preservar o conhecimento, se viram encarregados da destruição sistemática da verdade histórica. Muitos deles choravam enquanto trabalhavam, compreendendo as implicações espirituais do que lhes era pedido. Os templos representavam um desafio ainda maior. Imagine artesãos sendo guiados pelos recintos sagrados com listas de inscrições a serem destruídas, seus martelos e cinzéis prontos para apagar nomes divinos de pedras que haviam sido esculpidas com cuidado reverente por seus predecessores. O som do metal atingindo a pedra ecoava pelos complexos dos templos como um canto fúnebre, cada golpe removendo mais um pedaço da reivindicação do faraó à imortalidade. Mais l'effacement allait bien au-delà de la simple suppression physique des noms et des images. Imaginez les grands prêtres devant les statues sacrées des dieux, prononçant formellement l'exclusion du pharaon de la cour divine de l'au-delà. Ce n'étaient pas de simples déclarations politiques, c'étaient des pronunciamentos spirituels qui résonneraient pour l'éternité, coupant la connexion entre le dirigeant déchu et les dieux qui avaient autrefois béni le règne royal. L'aspect le plus douloureux de cette élimination systématique était son effet sur la famille et les fidèles du pharaon. Dans la croyance égyptienne, être associé à quelqu'un qui avait subi la damnatio memoria, c'était risquer de partager le même sort. Imaginez la terreur qui s'empara de la cour royale, tandis que nobles et fonctionnaires tentaient frénétiquement de se distancer de toute connexion avec le dirigeant condamné. Imaginez la reine Néfertiti, qui avait partagé à la fois le trône du pharaon et la vision révolutionnaire qui avait transformé l'Égypte. Elle se retrouva dans une position impossible, contrainte de choisir entre la loyauté envers la mémoire de son époux et la sécurité de ses enfants. La reine, qui était autrefois représentée dans des scènes familiales intimes, embrassant son mari et jouant avec ses filles, vit soudain ses propres images être systématiquement modifiées ou détruites. L'impact psychologique de cette campagne d'effacement était profond. Imaginez les Égyptiens ordinaires qui louaient autrefois le nom du pharaon dans leurs prières et cérémonies publiques. Ils étaient maintenant interdits de même mentionner ce nom à voix haute, contraints de faire semblant que 17 ans de leur histoire n'avaient tout simplement jamais existé. Les enfants qui avaient grandi en écoutant les histoires des grands projets de construction et des réformes religieuses du pharaon étaient maintenant informés que ces événements étaient l'œuvre d'autres dirigeants ou n'avaient simplement jamais eu lieu. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de la damnatio memoriae était son efficacité à long terme. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de la damnatio memoriae était son efficacité à long terme. Imaginez la momie du pharaon, traditionnellement préservée avec le plus grand soin pour assurer la survie de l'âme dans l'au-delà. Au lieu des rites funéraires élaborés qui constituaient le droit de naissance de tout pharaon, le corps fut probablement soumis à une profanation délibérée, garantissant que même les composants physiques nécessaires à la vie éternelle soient détruits. Le nouveau pharaon qui prit le pouvoir après cet effacement sans précédent fit face à la délicate tâche d'expliquer les lacunes dans les archives historiques de l'Égypte. Imaginez les scribes officiels élaborant soigneusement des chroniques qui sautaient d'un dirigeant à un autre sans mentionner la période révolutionnaire qui était intervenue. Ils parlaient de restauration et de retour aux valeurs traditionnelles, mais ne reconnaissaient jamais de quoi ils restauraient l'Égypte. La campagne d'effacement fut si complète qu'elle faillit atteindre entièrement son objectif. Pendant des milliers d'années, le pharaon qui avait osé défier les dieux resta perdu pour l'histoire, n'existant que par des indices fragmentaires et de mystérieuses lacunes dans les archives archéologiques.
Les prêtres et nobles qui orchestrèrent cet assassinat spirituel avaient réussi quelque chose de sans précédent. Ils avaient fait disparaître un dieu. Mais tandis que la poussière retombait sur le royaume nouvellement restauré, tandis que les rituels traditionnels reprenaient et que les anciens dieux réclamèrent leur temple, une question troublante commença à émerger parmi ceux qui avaient participé à cet effacement historique. Ils avaient réussi à supprimer leur ennemi des archives historiques, mais à quel prix pour leurs propres âmes? Dans leur détermination à préserver l'ordre cosmique, avaient-ils commis un acte qui violait les principes spirituels mêmes qu'ils prétendaient le protéger? La réponse à cette question ne deviendrait claire qu'avec le passage du temps, à mesure que les conséquences de leurs actions se propageraient à travers les siècles. Ils avaient appris comment effacer quelqu'un si complètement que même son nom deviendrait dangereux à prononcer. Mais ils étaient sur le point de découvrir que certains secrets refusent de rester enterrés. Que certaines vérités ont un moyen de survivre même aux tentatives les plus déterminées de suppression. Mais comment effacer quelqu'un si complètement que même son nom devienne dangereux? La réponse exigerait un niveau de destruction systématique qui n'avait jamais été tenté dans l'histoire humaine. La destruction méthodique d'un héritage divin commença par le ciseau et la flamme, avec le travail patient d'artisans qui créaient autrefois la beauté, maintenant dévoués à la sombre tâche d'effacement. Imaginez l'emprise glaciale de l'hiver sur l'Égypte, non pas le froid du climat, mais le froid de la destruction systématique. Imaginez, si vous le pouvez, le son qui résonna dans les temples d'Égypte durant ces mois sombres après la chute du pharaon, l'appel rythmé des marteaux contre la pierre, chaque coup soigneusement dirigé pour enlever un autre fragment de l'histoire interdite. Imaginez-vous debout dans l'un des grands complexes de temples à l'aube, observant les équipes d'artisans habiles arriver avec leurs outils. Ce n'étaient pas les instruments grossiers de destruction que l'on pourrait attendre, mais les mêmes ciseaux précis, outils de cuivre et pierres amelées qui avaient été utilisés pour créer les hiéroglyphes originaux. L'ironie était profonde. Le même artisanat qui avait immortalisé les conquêtes du pharaon était maintenant utilisé pour les détruire méthodiquement. Le travail commença par la suppression du cartouche du pharaon, le symbole ovale qui contenait le nom royal sous forme hiéroglyphique. Imaginez l'artisan agenouillé devant un mur de temple, étudiant les symboles sculptés avec le même soin que son prédécesseur avait montré en les créant. Mais maintenant, au lieu de préserver les noms divins pour l'éternité, il était chargé de les effacer de l'existence. Chaque coup de ciseau était délibéré et précis. L'objectif n'était pas simplement d'endommager les inscriptions, mais de les effacer si complètement qu'aucune trace du texte original ne puisse subsister. Imaginez le mélange étrange de fierté professionnelle et de malaise spirituel qui devait habiter ces artisans créant la perfection au service de l'anéantissement. Imaginez la satisfaction que ces artisans devaient ressentir lorsqu'ils parvenaient à retirer un cartouche, lissant la surface de pierre jusqu'à ce qu'il apparaisse comme si le nom interdit n'y avait jamais été gravé. Mais la simple suppression n'était pas toujours possible. Dans les cas où le nom du pharaon était trop profondément gravé ou trop intimement mêlé à l'œuvre environnante, différentes techniques étaient employées. Imaginez des ouvriers utilisant des forets fins pour percer des hiéroglyphes individuels, créant des trous qui seraient ensuite remplis de plâtre et repeints. L'odeur de poussière de pierre emplissait l'air tandis qu'ils travaillaient, leurs mains demeurant stables malgré l'ampleur de leurs tâches. Les effacements les plus élaborés exigeaient les compétences de maîtres artisans. Imaginez des scènes où le pharaon apparaissait aux côtés de Dieu, où d'autres dirigeants ceux-ci ne pouvaient pas simplement être détruits sans endommager l'ensemble de la composition. À la place, les artisans gravaient soigneusement de nouveaux hiéroglyphes par-dessus les noms offensants, remplaçant le cartouche du pharaon hérétique par ceux de dirigeants approuvés. Imaginez le travail délicat de faire correspondre les textures de pierre, les couleurs de peinture et les profondeurs de gravure pour que les altérations demeurent imperceptibles aux observateurs. La destruction s'étendait bien au-delà des noms royaux pour inclure toute référence qui pourrait préserver la mémoire du règne interdit. Imaginez des scribes travaillant à la lueur des lampes dans les bibliothèques des temples, triant méticuleusement des milliers de documents sur papyrus. Chaque rouleau était examiné mot par mot, et toute mention du pharaon effacée était soit détruite entièrement, soit soigneusement grattée avec des couteaux tranchants, laissant des lacunes qui intrigueraient les futurs chercheurs. Mais peut-être l'aspect le plus poignant de cet effacement systématique était le traitement des représentations artistiques. Imaginez une promenade dans un temple où les portraits de la famille royale avaient autrefois orné les murs des scènes intimes du pharaon et de la reine avec leurs enfants, des œuvres d'art révolutionnaires qui avaient montré des dirigeants divins comme des êtres humains aimants. Maintenant, ces moments familiaux tendres étaient systématiquement détruits, les visages soigneusement ciselés pour ne laisser que des espaces vides, là où avaient rayonné la joie et la chaleur. Les ouvriers abordaient leur sinistre tâche avec un mélange de fierté professionnelle et de malaise spirituel.
Imaginez la conversation qui aurait pu avoir lieu entre deux artisans pendant leur pause de midi, partageant du pain et de la bière à l'ombre d'un monument qu'ils démantelaient progressivement. Ils comprenaient la nécessité de leur travail. L'Égypte devait guérir du chaos spirituel causé par le pharaon, mais ils ressentaient aussi le poids de détruire quelque chose qui avait autrefois été considéré comme sacré. La campagne d'effacement nécessitait une coordination minutieuse dans tout le royaume. Imaginez des messagers royaux voyageant de Memphis à Thèbes jusqu'à Éléphantine, transportant des parchemins énumérant chaque inscription, œuvres d'art et documents connus nécessitant un traitement. Les gouverneurs provinciaux recevaient des instructions détaillées sur les monuments de leur territoire qui requéraient de l'attention, et des rapports de progression affluaient vers la capitale documentant le succès de l'opération. Certains des travaux les plus difficiles concernèrent les grands projets de construction du pharaon. Imaginez la nouvelle ville capitale qui s'était élevée du désert. Ses temples et palais incarnant la vision religieuse révolutionnaire que l'Égypte essayait maintenant d'oublier. Plutôt que de tenter de modifier ces structures, la décision fut prise de les abandonner entièrement. Imaginez la vision saisissante d'une ville magnifique lentement reconquise par le désert. Ces bâtiments vides dressés comme des monuments silencieux à des idées désormais proscrites. Le caractère systématique de la destruction était peut-être son aspect le plus impressionnant et effrayant. Imaginez des scribes d'archives tenant des registres minutieux de ce qui avait été effacé et s'assurant qu'aucune inscription ou œuvre d'art significative ne soit négligée. Ces registres eux-mêmes devenaient des documents dangereux, contenant les noms et références mêmes qu'ils étaient censés éliminer. Finalement, ces archives administratives devraient elles-mêmes être détruites, créant un cercle presque parfait d'effacement. Mais les moments les plus poignants de cette campagne survenaient lorsque les ouvriers rencontraient des œuvres d'art particulièrement belles ou significatives. Imaginez un artisan s'arrêtant devant un chef-d'œuvre de l'art égyptien, un relief, montrant le pharaon faisant des offrandes aux dieux, exécuté avec un tel talent qu'il coupait le souffle. Un instant, le marteau resterait suspendu dans les airs tandis que l'ouvrier contemplait la beauté qu'il était sur le point de détruire. Puis, le cœur lourd mais la main assurée, il achèverait sa tâche, comprenant que la beauté ne signifiait rien si elle préservait une mémoire interdite. L'impact psychologique sur les ouvriers eux-mêmes était considérable. Imaginez des rassemblements du soir où les artisans parleraient à voix basse du travail de la journée, partageant du vin et essayant de donner un sens à leur rôle dans cette campagne sans précédent. Beaucoup rapportaient des rêves troublants, comme si les images détruites les hantaient dans leur sommeil. Certains recherchèrent des rituels de purification auprès des prêtres, voulant se purifier de la contamination spirituelle dont ils craignaient qu'elle ne découle du maniement de noms et d'images interdits. Conforme os meses se transformavam em anos, a amplitude deste apagamento se tornava verdadeiramente impressionante. Imagine percorrer o Egito e deparar-se com lacuna após lacuna nos registros históricos, pedras polidas onde antes havia inscrições, obras de arte com espaços misteriosos e vazios, onde figuras claramente foram removidas. A própria paisagem da memória egípcia estava sendo redesenhada, criando uma versão da história que se conformava à nova realidade política e religiosa. Apesar do rigor desta campanha, apesar da habilidade e dedicação dos trabalhadores envolvidos, vestígios sutis permaneciam. Imagine pequenos fragmentos de pedra esculpida que haviam caído atrás de bases de altares, fragmentos de papiro que haviam sido esquecidos em cantos obscuros de arquivos, grafites em locais remotos que escaparam da atenção oficial. Esses remanescentes permaneceriam adormecidos por milênios, esperando que futuros arqueólogos pudessem reconstituir o quebra-cabeça do faraó desaparecido. A fase final da campanha de apagamento envolveu a criação de novas narrativas históricas, para preencher as lacunas deixadas pelos registros destruídos. Imagine escribas da corte elaborando cuidadosamente crônicas que saltavam sem esforço de um governante aprovado para outro, criando a impressão de que a história do Egito havia sido uma cadeia ininterrupta de faraós ortodoxos. A própria eficiência do trabalho deles tornaria muito mais difícil para as futuras gerações detectar o que havia sido perdido. Mas mesmo o apagamento mais completo deixa rastros, e alguns segredos se recusam a morrer em silêncio. A própria intensidade da campanha para destruir a memória do faraó garantiria, paradoxalmente, que as evidências do apagamento sobrevivessem para a futura descoberta. Milhares de anos depois, arqueólogos começariam a descobrir o que deveria permanecer enterrado para sempre. Como o tépido calor da primavera derretendo o austero domínio do inverno, a verdade começou a emergir das areias do esquecimento deliberado. Imagine, se quiser, uma manhã fresca no deserto egípcio, o sol nascendo sobre os penhascos de calcário que haviam testemunhado a ascensão e queda de faraós por milênios. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelas conversas sussurradas de exploradores modernos
que não faziam ideia de que estavam prestes a tropeçar em uma das maiores histórias de detetive da história. Imaginez la Dr. Sophie Durand, une brillante arqueólogue de la Sorbonne, ajoelhada na areia ao lado de uma parede parcialmente escavada no Vale dos Reis. Seus olhos treinados notaram algo que séculos de exploradores anteriores haviam perdido. Pequenas inconsistências nos hieróglifos esculpidos, lugares onde a pedra havia sido retrabalhada, diferenças sutis na profundidade e no estilo das inscrições antigas. Imagine a empolgação em sua voz quando ela chamou seus colegas. Venham ver. Vocês precisam ver isto. Seus dedos enluvados traçaram o contorno do que parecia ser um cartucho deliberadamente preenchido, a forma oval que antes continha o nome de um faraó, agora cuidadosamente coberta de argamassa e pintada para combinar com a pedra ao redor. Mas o tempo e os ventos do deserto haviam desgastado a antiga camuflagem, revelando o contorno fantasmagórico do apagamento subjacente. A descoberta era eletrizante, mas era apenas o começo. Imagine equipes de arqueólogos espalhando-se pelo Egito com um novo propósito, armados com tecnologia moderna que pudesse detectar os mais sutis traços de alterações antigas. Radar de penetração no solo revelou câmaras escondidas que haviam sido seladas por milhares de anos. Imagens de raios-x mostraram camadas de argamassa cobrindo inscrições originais. Análises espectrográficas detectaram diferenças minúsculas na composição da pedra, que revelavam onde antigos artesãos haviam realizado seus cuidadosos apagamentos. Le Dr. François Moreau, chefe du département égyptien des antiquités, estava em seu escritório cercado por pilhas crescentes de evidências. Imagine-o estudando fotografias de paredes de templos de todo o Egito, cada uma exibindo os mesmos sinais reveladores de alteração sistemática. A análise computacional revelou que os apagamentos seguiam padrões consistentes, sempre visando o mesmo período, sempre removendo os mesmos tipos de referências reais, sempre executados com o mesmo cuidado meticuloso. Le point de bascule survint lorsque la Dr. Claire Lefebvre, spécialiste des langues anciennes, estabeleceu uma conexão que havia escapado aos estudiosos por décadas. Imagine-a trabalhando até tarde da noite em seu estúdio, cercada por livros de referência e iluminada pelo brilho suave de sua tela de computador. Ela estava analisando um fragmento de papiro descoberto em um pote selado em um depósito de templo esquecido. Um dos poucos documentos que, de alguma forma, havia escapado da antiga campanha de destruição. Le papyrus contenait ce qui semblait être des registres administratifs d'un atelier de temple, énumérant les matériaux et les heures de travail nécessaires pour le grand projet d'effacement. Le plus intrigant était la mention d'emplacements spécifiques où le travail devait être effectué et une référence à une liste maîtresse d'inscriptions interdites qui devaient être éliminées. Imaginez le cœur de la Dr. Lefebvre s'emballer en réalisant qu'elle tenait entre ses mains les preuves de la campagne systématique d'effacement qui avait tenté d'éliminer un pharaon entier de l'histoire. Imaginez le cœur de la Dr. Lefebvre s'emballer en réalisant qu'elle tenait entre ses mains les preuves de la campagne systématique d'effacement qui avait tenté d'éliminer un pharaon entier de l'histoire. Mas a verdadeira revelação veio quando os arqueólogos começaram a juntar o que havia sido apagado. Imagine o trabalho meticuloso envolvido na reconstrução de hieróglifos a partir das vagas impressões deixadas após sua remoção. Usando uma combinação de imagens digitais, moldagem em gesso e técnicas forenses emprestadas da investigação criminal, eles começaram a recuperar nomes, datas e referências que haviam sido deliberadamente destruídos há mais de 3.000 anos. A identidade do faraó emergiu gradualmente, como uma fotografia se revelando em câmera lenta. Visualisez le moment extraordinaire où la Dr. Durand établit la connexion entre un cartouche partiellement reconstruído e referências em correspondências diplomáticas contemporâneas, encontradas em Amarna. O nome que havia sido banido da memória egípcia de repente brilhou novamente. Akhenaten, o faraó herege que tentou revolucionar a religião egípcia. Porém, a investigação arqueológica revelou muito mais que apenas um nome. Picture os pesquisadores descobrindo que a campanha de apagamento havia sido ainda mais abrangente do que inicialmente imaginavam. Surgiu evidência de um esforço coordenado, envolvendo centenas de artesãos trabalhando em múltiplos sítios, todos seguindo instruções meticulosas para apagar cada vestígio do reinado do faraó revolucionário. A descoberta ganhou importância internacional quando a modelagem computacional começou a revelar a aparência original dos monumentos que haviam sido alterados. Imagine historiadores e arqueólogos reunidos em salas de conferência ao redor do mundo, estudando reconstruções digitais que mostravam as paredes dos templos como apareciam durante o reinado de Akhenaten. Pela primeira vez em mais de 3 milênios,
Os estudiosos podiam ver a revolução artística que acompanhara a transformação religiosa do Egito Antigo. Talvez o mais impactante tenha sido a investigação revelar o custo humano devastador da campanha de apagamento. Imagine arqueólogos examinando os restos mortais enterrados às pressas, no que já fora a cidade capital de Akhenaten. Alguns desses indivíduos pareciam ser oficiais ou membros da família que haviam sido mortos, quando a contra-revolução varreu os apoiadores do faraó herege. As ferramentas tecnológicas da arqueologia moderna possibilitaram descobertas que eram impensáveis apenas décadas atrás. Imagine imagens de satélite revelando os contornos de edifícios que haviam sido deliberadamente demolidos e enterrados, suas localizações escondidas por milhares de anos. A análise química de pigmentos permitiu aos pesquisadores determinar quais inscrições eram originais e quais eram adições posteriores destinadas a cobrir textos proibidos. Imaginez la chambre scellée que l'équipe de la Dr. Moreau découvrit sob un complexo de templos tradicional, arquivo secreto que parecia ter sido deliberadamente escondido durante a campanha de apagamento. A câmara abrigava centenas de documentos, estátuas e artefatos relacionados ao reinado de Akhenaten, aparentemente preservados por simpatizantes que esperavam que gerações futuras pudessem um dia compreender o que realmente ocorreu durante aqueles anos revolucionários. Enquanto os arqueólogos catalogavam cuidadosamente esses tesouros escondidos, começaram a montar um quadro mais completo do faraó que havia sido apagado da história. Imagine-os trabalhando com especialistas em conservação para preservar documentos de papiro frágeis que continham as próprias palavras de Akhenaten, hinos ao Aten, cartas para governantes estrangeiros, reflexões pessoais sobre as mudanças que estava tentando implementar no Egito. A investigação revelou que a campanha de apagamento, apesar de sua minuciosidade, carregava em si mesma as sementes de seu próprio fracasso. A própria intensidade do esforço para destruir a memória de Akhenaten havia criado evidências inconfundíveis do que estava sendo escondido. Como um negativo fotográfico, o padrão de apagamentos na verdade preservou o contorno do que havia sido removido. Os egiptólogos modernos se encontraram na posição única de poder estudar não apenas uma civilização antiga, mas a tentativa dessa civilização de editar sua própria história. E imagine os estudiosos comparando a versão oficial da cronologia egípcia com as evidências arqueológicas do que realmente ocorreu, revelando a sofisticada campanha de propaganda que havia tentado criar uma versão alternativa do passado. À medida que a magnitude das descobertas se tornou clara, os arqueólogos perceberam que estavam presenciando algo extraordinário. A ressurreição gradual de um faraó que havia sido assassinado não apenas fisicamente, mas historicamente. Cada fragmento recuperado, cada inscrição reconstruída, cada evidência descoberta, estava trazendo Akhenaten de volta do deliberado esquecimento ao qual seus inimigos o haviam relegado. Mas esses fragmentos revelariam uma verdade mais chocante do que o próprio apagamento original. Uma revelação que desafiaria tudo o que os historiadores pensavam saber sobre o Egito Antigo e o faraó que ousou desafiar os deuses. A verdade que emergiu redefiniu tudo o que pensávamos saber sobre poder, memória e a coragem necessária para desafiar um mundo inteiro. Como a aurora rompendo após a noite mais escura, a compreensão começou a iluminar o que havia sido deliberadamente escondido. Mas o que esses arqueólogos descobriram os abalaria até o âmago. Evidências de que isso não era apenas sobre a queda de um faraó, mas sobre algo muito mais profundo. Imagine-se no arquivo silencioso onde as últimas peças deste antigo quebra-cabeça foram montadas, a luz da tarde filtrando-se através de janelas altas, enquanto estudiosos trabalhavam com fragmentos de evidências que haviam esperado mais de 3 milênios para contar sua história. La Dr. Claire Lefebvre était assise, entourée de documents cuidadosamente preservados, seus olhos avermelhados de horas de meticuloso trabalho de tradução. Os fragmentos de papiro diante dela continham algo sem precedentes na literatura egípcia. Cartas pessoais escritas pela própria mão do faraó, correspondência informal que revelava o ser humano por trás da fachada divina. Mas o que ela descobriu nesses escritos íntimos abalaria os fundamentos de como compreendemos a liderança antiga e o preço da mudança revolucionária. O faraó revelado nesses documentos pessoais não era o tirano sedento de poder que a campanha de apagamento oficial havia sugerido. Em vez disso, imagine um líder tomado por uma visão espiritual autêntica, alguém que acreditava com convicção absoluta que o Egito precisava ser liberto de suas próprias tradições religiosas. As cartas revelavam uma pessoa lutando com dúvidas, buscando orientação de conselheiros de confiança
e questionando constantemente se as mudanças implementadas eram realmente para o bem maior. Mas talvez o mais impressionante tenha sido a verdadeira amplitude do que este faraó havia tentado realizar. Imagine arqueólogos estudando registros administrativos cuidadosamente escondidos, que documentavam um esforço sistemático para redistribuir a riqueza dos complexos dos templos para o povo comum. Reformas agrárias que teriam dado aos agricultores comuns a propriedade dos campos em que trabalhavam. Iniciativas educacionais destinadas a ensinar leitura e escrita para classes sociais que jamais haviam tido acesso a tal conhecimento. O faraó que havia sido apagado da história não era simplesmente um revolucionário religioso. Ele estava tentando transformar toda a estrutura social do Egito Antigo. Imagine o choque no rosto dos pesquisadores ao perceberem que estavam diante da evidência do que poderia ter sido a primeira tentativa de reforma social abrangente da história, implementada há mais de 3.000 anos por um governante que pagou o preço supremo por desafiar estruturas de poder consolidadas. A correspondência diplomática encontrada no arquivo secreto revelou o contexto internacional dessas reformas. Imagine governantes estrangeiros escrevendo para expressar sua confusão e preocupação com a transformação do Egito. Cartas de reis babilônicos questionando por que seus presentes diplomáticos tradicionais estavam sendo distribuídos aos camponeses egípcios, em vez de serem mantidos nos tesouros reais. Mensagens de líderes núbios questionando por que as políticas comerciais egípcias haviam se tornado tão favoráveis a povos menores e menos poderosos. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Le Dr. Moreau fit la connexion qui transforma la curiosité archéologique em tragédia histórica, quando percebeu que a campanha de apagamento não havia sido motivada principalmente por preocupações religiosas. Imagine-o estudando registros fiscais, listas de doações de templos e documentos de propriedade de terras que pintavam um quadro claro dos interesses econômicos que haviam sido ameaçados pelas reformas do faraó. Os sacerdotes que orquestraram a contra-revolução não estavam defendendo a integridade espiritual do Egito. Eles estavam protegendo suas próprias riquezas e poder. Imagine os enormes complexos de templos que controlavam vastas propriedades, empregavam milhares de trabalhadores e acumulavam tesouros que rivalizavam com o próprio tesouro real. As reformas religiosas do faraó haviam efetivamente nacionalizado essa riqueza, redirecionando-a para programas sociais que beneficiavam os egípcios comuns em vez das elites religiosas. Imagine o profundo cinismo revelado na correspondência secreta entre sacerdotes e nobres. Documentos que falavam abertamente sobre manipular o sentimento religioso para servir a fins políticos. Esses homens haviam conseguido convencer a si mesmos e seus seguidores de que estavam defendendo as tradições sagradas do Egito, quando na verdade estavam protegendo um sistema econômico que havia enriquecido uma pequena elite às custas da população mais ampla. O custo pessoal dessa revelação tornou-se claro quando os arqueólogos examinaram o destino da família e dos apoiadores do faraó. Imagine pesquisadores estudando registros de sepultamento que revelavam a execução sistemática de todos aqueles que haviam estado intimamente associados ao programa de reforma. Nefertiti, que havia compartilhado tanto o trono quanto a visão revolucionária do faraó, havia desaparecido do registro histórico, não porque tivesse morrido naturalmente, mas porque havia sido assassinada junto com seu marido. Ainda mais angustiante era a evidência concernente aos filhos reais. Imagine arqueólogos descobrindo que as filhas do faraó, que haviam sido retratadas em cenas familiares amorosas durante todo o reinado de Akhenaton, haviam sido mortas para prevenir qualquer futuro pleito ao trono baseado em sucessão legítima. A contra-revolução não havia simplesmente removido um faraó. Havia destruído sistematicamente toda uma linhagem para garantir que o movimento de reforma nunca pudesse ressurgir. O escopo do crime histórico tornou-se verdadeiramente claro quando os estudiosos modernos foram capazes de calcular o custo humano da contra-revolução. Imagine estudos demográficos que revelaram um declínio populacional significativo em certas regiões do Egito, imediatamente após a derrubada de Akhenaton. Funcionários locais que haviam implementado reformas agrárias foram executados. Agricultores que haviam se beneficiado da redistribuição de terras dos templos foram forçados de volta à servidão feudal. Artistas que haviam criado os novos estilos artísticos foram proibidos de trabalhar em sua profissão escolhida. Agricultores que haviam se beneficiado da redistribuição de terras dos templos foram forçados de volta à servidão feudal. Artistas que haviam criado os novos estilos artísticos foram proibidos de trabalhar em sua profissão escolhida. Mas talvez a descoberta mais profunda fosse a evidência de como a contra-revolução havia conseguido apagar rápida e completamente não apenas a memória do faraó,
mas a memória do progresso social que havia sido alcançado durante aqueles anos revolucionários. Imagine historiadores reconstruindo como havia sido a vida cotidiana para os egípcios comuns durante o período de reforma. Salários mais altos, jornadas de trabalho mais curtas, maior acesso à educação e saúde, proteções legais que nunca antes haviam existido para pessoas comuns. La tragédie ne résidait pas simplement dans l'assassinat d'un pharaon et son effacement de l'histoire. La véritable tragédie était qu'une transformation sociale entière avait été anéantie, privant des millions de personnes des libertés et des opportunités qu'elles avaient brièvement goûtées. Imaginez les témoignages que les archéologues ont découverts, des traditions orales préservées dans des villages reculés qui évoquaient un âge d'or perdu, où le pharaon se souciait du peuple, des histoires transmises de génération en génération malgré l'interdiction officielle de tels souvenirs. La docteure Durand établit la connexion décisive qui révéla l'ampleur complète de la dissimulation lorsqu'elle réalisa que les idées révolutionnaires du pharaon étaient en avance de plusieurs siècles sur leur époque. Imaginez-la étudiant des textes philosophiques trouvés dans les archives secrètes, des documents qui discutaient de concepts d'égalité sociale, de tolérance religieuse et de dignité individuelle qui n'apparaîtraient pas à nouveau dans la civilisation humaine avant des milliers d'années. Le pharaon qui avait été qualifié de dangereux hérétique avait en réalité tenté de créer une société plus juste et équitable. La révolution religieuse n'avait été qu'un véhicule pour une transformation sociale qui menaçait les fondements mêmes du système hiérarchique égyptien. Les prêtres et les nobles qui avaient orchestré la campagne d'effacement avaient réussi à convaincre l'histoire qu'ils avaient défendu l'Égypte contre le chaos, alors qu'en fait, ils protégeaient leur propre position privilégiée dans un système injuste. À mesure que le tableau complet émergeait de décennies d'enquêtes archéologiques, les chercheurs se trouvaient confrontés à une profonde question morale. Imaginez les conférences et les rassemblements académiques où les chercheurs débattaient des implications de leurs découvertes. Ils n'avaient pas simplement mis au jour l'histoire d'un pharaon antique, ils avaient révélé un modèle de la façon dont les structures de pouvoir établies se défendent contre les leaders réformistes en manipulant la narration historique elle-même. Le véritable crime du pharaon n'avait pas été l'introduction du monothéisme religieux ou les innovations artistiques qui avaient choqué les goûts conservateurs. La véritable menace résidait dans sa tentative de créer une société plus égalitaire, de redistribuer la richesse et le pouvoir d'une façon qui aurait fondamentalement transformé la civilisation égyptienne. Mais comprendre les raisons de leur effacement révèle quelque chose de profond sur le pouvoir, la mémoire et la peur qui transcendent les circonstances spécifiques de l'Égypte antique, quelque chose qui évoque des schémas intemporels de la civilisation humaine et continue de résonner dans notre monde moderne. Cet acte ancien d'effacement révèle des vérités intemporelles sur la nature humaine, sur les extrêmes auxquels ceux au pouvoir iront pour préserver leurs privilèges, et sur le courage requis de ceux qui osent remettre en question des systèmes qui ont perduré pendant des siècles. Comme les dures leçons de l'hiver nous enseignent la précieuse valeur du printemps, cette lutte ancienne illumine les schémas éternels de la civilisation humaine. Imaginez-vous assis tranquillement dans un fauteuil confortable, contemplant comment cette histoire de plus de 3000 ans continue de résonner avec des modèles que nous voyons se répéter tout au long de l'histoire. Considérez combien de leaders révolutionnaires à travers l'histoire ont connu un sort similaire à notre pharaon effacé. Imaginez les innombrables individus qui ont osé remettre en question les systèmes établis d'inégalité, qui ont proposé des réformes radicales au bénéfice du peuple, pour se retrouver étiquetés comme de dangereux extrémistes par ceux dont le pouvoir aurait été diminué par de tels changements. Les méthodes peuvent avoir évolué, mais la dynamique fondamentale reste remarquablement cohérente à travers les cultures et les siècles. Imaginez l'ironie profonde qui émerge lorsque nous examinons comment l'histoire est écrite et réécrite par ceux qui contrôlent la narration. Le pharaon qui fut condamné comme destructeur des traditions égyptiennes tentait, en réalité, d'incarner les plus hauts idéaux de la civilisation égyptienne, Ma'at, le concept de vérité, de justice et d'équilibre cosmique qui était censé guider tous les pharaons. Pourtant, ceux qui prétendaient défendre ces principes sacrés protégeaient en réalité un système qui était devenu corrompu et injuste au fil du temps. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à reconnaître comment la vérité finit toujours par surgir malgré tous les efforts pour la supprimer. Imaginez les milliers d'années pendant lesquelles l'histoire d'Akhenaton est restée cachée. Les générations innombrables qui ont vécu et sont mortes sans savoir qu'un tel leader remarquable avait un jour existé. Pourtant, les preuves ont survécu, attendant patiemment dans le sable et la pierre d'Égypte que les générations futures les découvrent et les comprennent. L'histoire nous enseigne la résilience des idéaux humains, la façon dont les concepts de justice et d'égalité persistent, même lorsqu'ils sont violemment supprimés. Imaginez les traditions souterraines qui ont maintenu vivante la mémoire de cet âge d'or perdu où le pharaon se souciait du peuple. Ces histoires murmurées,
transmises de génération en génération de fermiers et d'artisans, ont préservé quelque chose d'essentiel sur la dignité humaine que la campagne d'effacement officielle n'a jamais pu totalement détruire. Considérez comment le destin du pharaon reflète la tension éternelle entre la conscience individuelle et l'autorité collective. Imaginez le courage solitaire nécessaire pour se dresser non seulement contre l'opposition politique, mais contre le poids de siècles de tradition, les attentes de toute une civilisation, la sanction prétendument divine de la pratique religieuse établie. Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui se rebellait par ambition personnelle ou par rancœur, mais de quelqu'un qui croyait si profondément en la possibilité d'un monde meilleur qu'il était prêt à tout risquer pour la poursuivre. Les découvertes archéologiques qui ont révélé cette histoire cachée nous rappellent également l'importance de chercher la vérité sous la surface des récits acceptés. Imagine as gerações de historiadores que haviam estudado o Egito Antigo, sem perceber que capítulo crucial de sua história havia sido deliberadamente escondido. Seu trabalho não estava errado, mas estava incompleto. Faltava a visão radical que havia transformado brevemente uma das maiores civilizações da humanidade. Há uma profunda sabedoria em compreender como o progresso social frequentemente requer desafiar, não apenas leis ou políticas, mas as suposições fundamentais sobre as quais sociedades inteiras são construídas. Imagine a coragem psicológica necessária para olhar para um sistema que havia perdurado por mais de 1000 anos e declarar que precisava ser completamente reimaginado. As reformas do faraó tocaram todos os aspectos da vida egípcia, porque a verdadeira mudança requer abordar as causas raízes, em vez de simplesmente tratar os sintomas. A história também ilumina os métodos sofisticados pelos quais as estruturas de poder estabelecidas se defendem. Observe cuidadosamente como a contra-revolução foi enquadrada como um retorno aos valores tradicionais, uma restauração da pureza espiritual, uma defesa da sabedoria antiga contra a perigosa inovação. Os sacerdotes e nobres que orquestraram a queda de Akhenaten compreenderam instintivamente que a maneira mais eficaz de destruir ideias revolucionárias não é confrontá-las diretamente, mas fazê-las parecer perigosas para as próprias pessoas que elas eram destinadas a ajudar. No entanto, talvez a lição mais esperançosa desta antiga história seja a demonstração de que até mesmo as tentativas mais abrangentes de apagamento histórico acabam falhando quando tentam suprimir verdades humanas fundamentais. Imagine o momento em que arqueólogos modernos perceberam pela primeira vez que haviam descoberto evidências da campanha deliberada para apagar Akhenaten da história. Naquele instante, milhares de anos de supressão cuidadosa foram desfeitos pela curiosidade humana e pela busca incansável do conhecimento. A história do faraó nos lembra de que o progresso nunca é permanente, que cada geração deve escolher se avançará ou recuará dos ideais de justiça e igualdade. Imagine como a história mundial poderia ter sido diferente se as reformas de Akhenaten tivessem sido permitidas a se enraizar e se espalhar para outras civilizações. Mas talvez o fracasso de sua revolução imediata tenha tornado possível a preservação de suas ideias em uma forma mais pura, esperando por tempos em que a humanidade estivesse mais preparada para abraçar conceitos tão radicais de transformação social. Há algo profundamente comovente em reconhecer que as mesmas lutas que consumiram o Egito Antigo continuam a definir a civilização humana hoje. Imagine pessoas em todas as eras que enfrentaram a escolha entre o conformismo confortável e o idealismo perigoso, entre aceitar injustiças herdadas e arriscar tudo para desafiá-las. As circunstâncias específicas mudam, mas as questões morais fundamentais permanecem notavelmente constantes. A história nos ensina a questionar não apenas o que nos contam sobre o passado, mas o que assumimos sobre o presente. Imagine quantas narrativas contemporâneas poderiam parecer diferentes se tivéssemos acesso às perspectivas que foram sistematicamente excluídas ou suprimidas. A recuperação arqueológica da história de Akhenaten serve como um lembrete de que as histórias oficiais estão sempre incompletas, sempre moldadas pelos interesses daqueles que têm o poder de controlar como os eventos são registrados e lembrados. Ao refletirmos sobre este antigo drama, somos convidados a considerar nossa própria relação com a tensão eterna entre estabilidade e mudança, entre honrar a sabedoria do passado e permanecer abertos à possibilidade de que alguns aspectos de nossos sistemas herdados possam precisar de uma transformação fundamental. O faraó que foi apagado da história nos desafia a pensar sobre que tipo de legado queremos deixar, que princípios valem a pena defender, mesmo quando o mundo inteiro parece estar alinhado contra eles. Ao nos prepararmos para descansar, consideremos o que a história deste faraó esquecido nos ensina sobre a natureza da verdadeira liderança, sobre a diferença entre exercer poder sobre os outros e usar o poder para servir aos outros.
sobre a coragem necessária para defender a justiça, mesmo quando se está sozinho. Talvez, ao compreender este antigo apagamento, encontremos conforto em nossa própria permanência, no conhecimento de que a verdade tem um jeito de sobreviver, mesmo aos esforços mais determinados de suprimi-la. Imagine-se descansando em paz, reconhecendo que você é parte de uma grande história humana que se estende muito além de sua vida individual, uma história na qual cada ato de coragem, cada momento de compaixão, cada escolha de defender a justiça em vez da conveniência, se torna um fio no tecido do progresso humano. Juntos, percorremos uma jornada através desta história de apagamento e redescoberta, testemunhando como até mesmo as tentativas mais poderosas de controlar a história acabam falhando quando tentam suprimir verdades humanas fundamentais. As promessas que fiz no início, de revelar um faraó tão perigoso que uma civilização escolheu esquecê-lo, se desdobraram diante de vocês, mostrando não apenas quem este governante era, mas por que sua memória se tornou proibida. Considere como o destino de Akhenaten, trágico como foi, na verdade demonstra a natureza indestrutível de certos ideais humanos. Imagine como sua visão de uma sociedade mais equitativa, sua crença na dignidade das pessoas comuns, sua convicção de que o poder deve servir em vez de dominar, sobreviveu a milhares de anos de supressão deliberada para nos inspirar ainda. Os sacerdotes e nobres que o assassinaram e apagaram seu nome da história não puderam matar as ideias que ele representava, não puderam destruir a evidência de que tal transformação era possível. Il y a un réconfort profond dans cette vérité, cher auditeur. Imaginez vos propres luttes pour donner un sens et un but à votre existence dans le contexte de cette vaste perspective historique. Les inquiétudes qui semblent si accablantes dans votre vie quotidienne, le sentiment qu'un changement positif est impossible, la conviction que les systèmes d'injustice sont trop enracinés pour être transformés, toutes ces préoccupations prennent une perspective différente lorsqu'elles sont considérées à la lumière de cette histoire ancienne. Le pharaon qui a osé redistribuer la richesse des complexes templiers aux agriculteurs ordinaires nous rappelle qu'aucun système de pouvoir, aussi ancien ou apparemment permanent soit-il, n'est hors de portée de la conscience humaine et de la détermination. Imaginez à quel point votre rapport aux défis actuels pourrait être différent si vous vous rappeliez que chaque grande transformation de l'histoire humaine a commencé par des individus prêts à tout risquer pour la possibilité d'un monde meilleur. Mais peut-être que l'aspect le plus réconfortant de l'histoire d'Akhenaton est la façon dont elle démontre que nos contributions individuelles au progrès humain ne disparaissent jamais vraiment, même lorsqu'elles semblent avoir été complètement vaincues. Imaginez les agriculteurs qui ont brièvement possédé leur propre terre pendant son règne, les artisans qui ont connu la liberté créative, les enfants qui ont appris à lire et à écrire dans des écoles qui n'avaient jamais auparavant été accessibles à leur classe sociale. Ces expériences, aussi brèves soient-elles, sont devenues partie intégrante de la compréhension humaine de ce qui était possible. La révolution a pu être écrasée, le pharaon assassiné, son nom effacé de chaque monument, mais le savoir que de tels changements avaient été accomplis a survécu dans des histoires murmurées, dans des rêves à moitié oubliés, dans l'intuition humaine persistante que la vie pouvait être organisée de manière plus juste. Imaginez ce savoir comme une graine restée dormante à travers des siècles de suppression, attendant les conditions propices pour germer à nouveau en d'autres temps et lieux. Considérez comment vos propres efforts pour créer un changement positif, aussi petit soit-il, font partie de cet héritage durable. Imaginez chaque acte de bonté, chaque moment où vous choisissez le principe plutôt que la facilité, chaque fois où vous défendez quelqu'un qui ne peut pas se défendre, comme ajoutant un autre fil à la tapisserie qui a commencé avec des rêveurs anciens comme notre pharaon effacé et continue d'être tissé par des personnes comme vous aujourd'hui. L'histoire nous enseigne que nous pouvons faire confiance à la résilience ultime de la vérité et de la justice, non pas parce qu'elles triomphent toujours à court terme, mais parce qu'elles sont si profondément tissées dans la nature humaine qu'elles ne peuvent pas être détruites définitivement. Imaginez les archéologues qui ont découvert l'histoire d'Akhenaton comme faisant partie d'un processus éternel, par lequel les vérités enterrées finissent par surgir, par lequel les voix supprimées finissent par trouver un moyen de parler, par lequel l'élan humain pour la justice finit par s'exprimer malgré tous les efforts pour le contenir. Il y a quelque chose de profondément paisible à comprendre votre place dans cette vaste progression historique. Imaginez-vous non comme un individu isolé luttant seul contre des obstacles insurmontables, mais comme faisant partie d'une ancienne communauté de conscience qui inclut tous ceux qui ont choisi l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que l'avantage personnel. Vous êtes connecté à Akhenaton, à travers les siècles par des valeurs partagées qui transcendent les circonstances spécifiques de tout temps et lieu particulier. Le réconfort s'étend au-delà de la reconnaissance,
de votre connexion avec des héros du passé à la compréhension que vos propres contributions se propageront à travers le temps d'une manière que vous ne pourrez peut-être jamais totalement comprendre. Imaginez la possibilité qu'un petit acte de courage ou de compassion de votre part puisse inspirer quelqu'un que vous ne rencontrerez jamais, puisse aider à préserver un idéal pendant une période sombre, puisse contribuer à une transformation qui ne sera pas pleinement réalisée avant des générations. La récupération archéologique de l'histoire du pharaon effacé nous rappelle que rien de valeur n'est jamais vraiment perdu, que chaque expression authentique de la dignité humaine laisse des traces qui seront finalement découvertes par ceux qui savent les chercher. Imaginez votre propre vie comme laissant des traces similaires, pas nécessairement dans la pierre ou le papyrus, mais dans les cœurs et les esprits des personnes dont vous avez touché la vie, dans des changements à la fois grands et petits que vous avez contribué à apporter. Les voix anciennes qui ont été réduites au silence par la contre-révolution nous parlent encore, non pas à travers des monuments ou des histoires officielles, mais à travers la persistance des idéaux qu'elles représentent. Imaginez-vous comme faisant partie de cette conversation continue entre le passé et le futur, portant la torche de la possibilité humaine qui a été allumée par des rêveurs anciens, et doit être maintenue par des personnes comme vous, dans chaque génération. Alors que ce mystère ancien s'installe dans une compréhension apaisante, laissez votre esprit commencer à s'apaiser aux côtés de la connaissance que vous êtes soutenu par cette vaste communauté historique de conscience, que vos luttes ont un sens au sein de cette histoire plus large, que vos efforts pour créer un monde plus juste et compatissant vous connectent à des héros et des visionnaires à travers les siècles qui ont fait face à des défis similaires et ont trouvé le courage de persévérer. Dans le calme de la conclusion de ce conte ancien, sentez votre respiration ralentir et s'approfondir, comme si l'air autour de vous portait la sagesse de millénaires. Le grand pharaon qui a cherché à effacer tous les souvenirs d'Akhénaton est lui-même devenu poussière, ses propres monuments s'effondrant sous le passage implacable du temps. Mais nous voici, des milliers d'années plus tard, parlant encore de ces noms, découvrant encore leurs histoires dans les sables d'Égypte. Imaginez-vous maintenant dans cette vallée paisible où nous avons commencé ce voyage, où la lumière dorée du soir se pose doucement sur les falaises de calcaire. Les touristes sont rentrés chez eux, les archéologues ont rangé leurs outils, et un silence profond s'est installé sur la vallée des rois. Dans ce moment de tranquillité, on peut presque sentir la présence de tous ceux qui sont venus avant, les rois et les reines, les prêtres et les artisans, les rêveurs et les oubliés. Horemheb pensait pouvoir contrôler l'histoire elle-même, qu'en martelant des noms et en détruisant des monuments, il pourrait décider de ce que les générations futures se rappelleraient. Comme cet élan semble humain maintenant, comme il paraît touchamment naïf. Car l'histoire, comme l'eau, trouve son propre chemin à travers les plus petites fissures. Le simple fait de tenter d'effacer quelque chose garantit souvent sa préservation, caché dans des coins oubliés, attendant que des esprits curieux le redécouvrent. Les idées révolutionnaires d'Akhénaton sur le monothéisme, sur le pouvoir du disque solaire Athènes, sur la rupture avec les traditions anciennes, résonnent à travers l'histoire d'une manière que l'ancien général n'aurait jamais pu imaginer. Les monuments qu'Horemheb a lui-même construits pour glorifier son propre règne servent désormais principalement de preuve de sa campagne d'effacement, rendant l'histoire d'Akhénaton encore plus fascinante pour les esprits modernes. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette justice cosmique, cette façon dont la vérité refait surface malgré nos meilleurs efforts pour l'enterrer, comme des graines qui restent dormantes pendant les hivers les plus durs, pour s'épanouir avec une beauté inattendue quand les conditions sont réunies. Les histoires que nous essayons d'oublier reviennent souvent, avec encore plus de force. L'amour entre Akhénaton et Néfertiti, leur dévotion à leur nouveau dieu étrange, leur tentative de transformer une civilisation entière, tout cela a survécu aux marteaux et aux ciseaux de leurs ennemis. En vous installant plus confortablement, réfléchissez à la façon dont ce drame ancien reflète quelque chose de intemporel sur la nature humaine. Nous avons tous des moments où nous voulons réécrire notre propre histoire, effacer les parties qui nous embarrassent ou défitent nos croyances actuelles. Combien d'entre nous ont souhaité reprendre des paroles prononcées, annuler des choix faits, ou simplement supprimer des chapitres entiers de nos histoires personnelles? La massive campagne d'effacement d'Horemheb n'était peut-être que l'expression ultime de ce désir humain de contrôler notre propre récit. Mais il y a de la sagesse à accepter que l'effacement est finalement impossible. Chaque expérience laisse sa marque, chaque choix crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà de notre capacité à les voir. Les cicatrices sur ces monuments défigurés racontent leur propre histoire, souvent plus puissante que les inscriptions originales. En essayant de détruire l'héritage d'Akhénaton, Horemheb a involontairement créé un mystère qui captiverait les historiens pendant des siècles. Imaginez les archéologues du futur, époussetant délicatement le sable de nouveaux artefacts, leurs yeux s'illuminant de reconnaissance, alors qu'ils découvrent un autre fragment de ce puzzle ancien. Chaque fragment qu'ils trouvent est comme un secret murmuré du passé,
un témoignage du pouvoir durable de la curiosité humaine et de l'impossibilité d'effacer véritablement une histoire qui compte. Le simple fait que nous connaissions la campagne de destruction d'Horemheb signifie qu'il a finalement échoué dans sa plus grande ambition. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette perspective. Cette vue à long terme de l'histoire qui révèle la futilité de tenter de contrôler la façon dont on se souviendra de nous. Les pharaons qui ont construit les monuments les plus grandioses, qui ont commandé les plus grandes armées, qui semblaient les plus puissants de leur temps, sombrent souvent dans des notes de bas de page. Pendant ce temps, des figures comme Akhenaton, qui a régné à peine plus d'une décennie et dont le règne était considéré comme un échec par ses contemporains, continuent de nous fasciner par leur courage d'être différents. Alors que vos paupières s'alourdissent, laissez cette sagesse antique s'installer dans votre conscience. Les choses qui nous inquiètent le plus, les façons dont nous pensons être jugés, l'héritage dont nous sommes si désespérément pressés de contrôler, tout cela importe bien moins que nous l'imaginons. Ce qui perdure est quelque chose de bien plus subtil et beau. Les effets en cascade de la gentillesse, les moments tranquilles de connexion, le courage de défendre ce en quoi on croit, même quand le monde entier semble contre nous. L'erreur monumentale d'Horemheb était de croire que le pouvoir signifiait le contrôle de la mémoire elle-même. Mais la mémoire, comme l'amour, comme la vérité, comme l'écoulement doux de l'eau à travers le calcaire, trouve ses propres canaux. Elle s'accumule dans des endroits inattendus, surgit à travers des fissures que nous ne soupçonnions même pas, et s'écoule vers des mers que nous ne verrons jamais. Le général qui cherchait à devenir le plus grand pharaon d'Égypte est devenu à la place un exemple de mise en garde sur les limites du pouvoir terrestre. Dans ce dernier moment de notre voyage ensemble, alors que l'Égypte antique se dissipe dans la brume dorée de l'histoire, laissez-vous ressentir la paix profonde qui vient de la compréhension de cette vérité. Vous n'avez pas besoin de contrôler votre héritage, car les choses qui comptent vraiment de qui vous êtes, l'amour que vous avez partagé, la gentillesse que vous avez montrée, les moments de beauté que vous avez créés ou appréciés, trouveront leur propre chemin dans l'histoire éternelle de l'humanité. Les étoiles qui brillaient sur les monuments d'Horemheb sont les mêmes étoiles qui brillent sur vous ce soir. Le Nil qui transportait ses barges royales continue son voyage éternel vers la mer. Le vent du désert qui a dispersé le sable de ses inscriptions usées survivra à toute ambition humaine et à toute tentative de contrôler l'incontrôlable. Il y a un réconfort profond à rejoindre cette vaste histoire continue, plutôt que de lutter pour écrire notre propre fin. Reposez-vous à présent, cher auditeur, sachant que tandis que les pharaons peuvent être effacés de leurs monuments, que les royaumes peuvent s'effondrer et que les empires peuvent tomber, la dignité tranquille d'un cœur paisible, la beauté simple des rêves qui se déploient doucement dans le sommeil, ce sont des trésors qu'aucun pouvoir terrestre ne peut toucher ni diminuer. Laissez la sagesse douce de l'Égypte antique vous conduire dans des rêves aussi éternels et mystérieux que les pyramides elles-mêmes, où toutes les histoires trouvent leur place et où tous les combats trouvent enfin leur repos. Alors que vos paupières s'alourdissent du poids de cette connaissance ancestrale, considérez comment ce voyage de ce soir a enrichi votre compréhension de la danse délicate entre le pouvoir et la mémoire. Si cette exploration d'une histoire oubliée a éveillé quelque chose en vous, une curiosité pour d'autres histoires perdues, une appréciation plus profonde du courage nécessaire pour remettre en question les systèmes établis, alors notre temps ensemble aura atteint son but. Bonne nuit et doux rêves. Que la paix qui survit à tous les monuments remplisse votre sommeil d'une douce merveille, et puissiez-vous vous réveiller reposé, portant en vous la sagesse intemporelle, que certaines choses sont trop belles et trop vraies pour être jamais vraiment effacées. Dormez bien, sachant que votre propre histoire, comme l'histoire de chaque âme rêvante, est déjà écrite dans des étoiles qu'aucun roi terrestre ne peut assombrir. Si ces murmures anciens de courage et de transformation ont résonné avec votre esprit, peut-être ressentirez-vous l'envie d'explorer davantage les chambres cachées de l'histoire avec moi, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un autre coin douillet du passé. Reposez-vous paisiblement dans la connaissance que la vérité, comme la lumière des étoiles, trouve son chemin à travers même les tentatives les plus sombres de dissimulation.